Kevin Warsh versus Jérôme Powell. Qui va dominer la Fed à partir du 16 mai? La cohabitation, au moins pour un certain temps, est-elle inévitable? Dans cette vidéo, vous allez assister à, première partie, fonctionnement précis du FOMC. Comment prend-on une décision de politique monétaire? En l'état, ce n'est pas le patron de la Fed qui décide seul. Je vous explique tout d'un point de vue technique, comment cela fonctionne. Deuxième partie, le rôle clé du président de la Fed. Chair. Vous allez voir qu'il a un certain pouvoir, mais il n'a pas non plus tous les pouvoirs. Troisième partie, prospective. Allez, créons l'avenir. Composition hypothétique du FOMC à partir du 16 mai. Tous les scénarios possibles, les rapports de force. Je vous rappelle qu'il y a 12 membres au sein du FOMC. Il faut 7 voix pour prendre une décision de politique monétaire. Est-ce que Kevin Warsh aura la majorité? Qui sont ses alliés? Qui ne sont pas ses alliés? Quatrième partie, le rapport de force sera-t-il au sein de la politique monétaire pro-Trump, neutre ou anti-Trump? Cinquième partie, et ça on n'en parle pas assez, le rôle clé du patron de la Fed de New York, la réserve fédérale de New York. Vous allez voir, ce sera lui le poste pivot. Sixième partie, Trump peut-il virer Powell? Et oui, imaginons. Alors, il peut rester jusqu'en 2028. Aucun président de la Fed ne l'a fait. Ils sont tous partis, mais lui, il veut rester pour défendre la Fed, l'indépendance, maintenir un certain équilibre. Mais en même temps, il est poussé à fond vers la sortie. Mais y a-t-il vraiment un moyen de le virer au-delà de la pression politique? Va-t-il rester combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? En tout cas, probablement pas jusqu'en 2028. C'est la clé. Ensuite, septième partie. Et oui, on va faire des choses. La folie furieuse des anticipations de profit, la verticalité vertigineuse des anticipations de profit, le retour des buybacks, Nvidia est-elle encore bon marché en bourse? On se refait un point. Valorisation des stars de l'IA et bien sûr, sixième partie, un gros point technique sur les marchés actions. Bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Alors, vous avez bien compris que il y a encore une petite dose d'incertitude. Alors, la certitude, Kevin Warsh prend la tête de la Fed. Cette semaine du 11 mai voit le vote au Sénat des États-Unis en session plénière pour que Kevin Warsh puisse, dès le 16 mai, prendre la tête de la Fed. La passation a déjà commencé. L'incertitude réside dans que fera Jérôme Powell, car il perd son poste de président de la Réserve fédérale des États-Unis. Enfin, il perd, c'est le bout du mandat, mais il reste automatiquement gouverneur de la Fed. Et donc, il siège au sein du FOMC. Il fait partie de ces 5 gouverneurs du FOMC. Il a donc encore un droit de vote aux décisions de politique monétaire. Historiquement, lorsqu'un patron de la Fed arrivait au bout de son mandat, il partait. Lui, il déclare qu'il reste. Mais la pression politique est énorme pour le faire partir, du moins au bout d'un certain temps. Et donc se posent les questions de savoir comment va se composer le FOMC. Et s'il reste, va-t-on avoir une sorte, pas de double direction, mais si vous voulez, une espèce d'ancien président de la Fed qui pourrait chercher à neutraliser l'influence du nouveau patron de la Fed, un jeu de pouvoir, une opposition, 12 voix, il en faut 7 pour prendre une décision. Alors le patron de la Fed n'a pas de droit de veto, mais c'est lui qui prend la décision finale en cas d'égalité. Voilà, est-ce que des camps vont s'opposer? Tout ceci sera passionnant et va décider de la politique. Alors rien ne justifie sur le plan fondamental des baisses de taux, mais si Warsh l'emporte en termes d'influence et de vote, oui, derrière il mettra en place ces fameuses baisses de taux. Alors c'est parti. Parce qu'il a été choisi pour ça, parce que faut être clair, l'objectif de l'administration Trump est de prendre le contrôle de la Fed. Le contrôle de la politique budgétaire, bon, ils l'ont déjà. Le contrôle, alors, il y a les élections de mi-mandat, le Congrès, la Chambre des représentants, ça c'est très important pour la réalité du contrôle du pouvoir législatif en lien avec le pouvoir exécutif. Ça, ce sont les élections de mi-mandat. Mais pour la politique monétaire, jamais, si vous voulez, une administration présidentielle a eu à sa botte une politique monétaire. Et là, ça pourrait être justement un cas unique si ce processus
de prise de contrôle se poursuit. Donc c'est la clé, le plan s'affiche sous vos yeux, je vous l'ai donné, on attaque, c'est parti, par la première partie, et donc rappeler comment fonctionne le FOMC. Je pense que c'est la base, il faut bien comprendre comment ça marche, parce que il ne suffit pas de changer le patron de la Fed pour que les choses soient sous contrôle. Donc fonctionnement des décisions de taux au sein du FOMC. Vous avez 7 grandes étapes. La première étape, c'est la préparation, l'analyse économique, les vrais gens, ceux qui bossent, le staff de la Fed. Nous savons qu'il y a autour de 300-350 économistes employés par la Fed. Donc vous voyez, tout ce beau monde travaille. C'est eux qui bossent. C'est pas les 12 membres votants du FOMC. Eux, bien sûr, ils analysent les données, mais c'est pas eux qui bossent. Bon. Ensuite, vous avez donc les réunions du FOMC, ce comité de politique monétaire qui rassemble les gouverneurs et présidents de réserve régionales. Il y en a 8 par an, donc c'est les fameuses décisions de politique monétaire. Comment ça fonctionne? Vous avez donc un tour de table. Chaque membre s'exprime. Chacun des membres du FOMC va prendre la parole. Donc vous comprenez que si Powell, actuellement patron de la Fed, reste membre du FOMC, même s'il n'est plus patron, il sera encore là. Imaginez dans la même salle avoir Kevin Warsh et Jérôme Powell. Bon, sachant qu'il y en a un qui est nommé par Trump, pro-Trump, pro-marché, et un autre, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit copain avec Donald Trump. Ensuite, donc, c'est le président qui parle en dernier. Chacun parle, le président de la Fed a un rôle de cadrage, d'organisation. Ensuite, c'est le président de la Fed qui propose une orientation. Donc vous voyez déjà que là, le rôle du président est important. Imaginez donc un FOMC où tout le monde va parler, Kevin Warsh est le patron, tout le monde s'exprime, et à la fin, si Kevin Warsh dit « bon, bah moi, écoutez, je propose une baisse de taux », et qu'en face, vous en avez 6 ou 7 qui sont là, non mais attends, il n'y a pas de raison qu'on les baisse, ça va clasher. Et puis les gens peuvent changer de camp. Vous allez voir, c'est passionnant. J'arrive ensuite avec une composition hypothétique du FOMC. Vous avez ensuite un vote, donc un vote formel, chacun vote. Une voix, un membre du FOMC, une voix. 12 votants, 7 gouverneurs, 5 présidents régionaux. 7 gouverneurs, 5 présidents régionaux. Si Powell perd son poste de président à partir du 15 mai, il reste automatiquement gouverneur, sauf s'il décide de quitter son poste. C'est possible, nous verrons bien. Quand j'enregistre cette vidéo, il ne l'a pas fait, mais peu importe s'il l'a fait quand vous regardez cette vidéo, tout le contenu de cette vidéo reste adapté puisqu'on va tenir compte de tous les scénarios possibles. Alors, la décision adoption officielle, en cas d'égalité, qu'est-ce que c'est qu'une égalité? 12 membres votants, ça fait 6 voix pour chaque camp. C'est le patron qui tranche. Donc il n'a pas de veto en revanche. C'est-à-dire que si en face vous avez 7 voix pour un statu quo et 5 voix pour une baisse de taux, Warsh il peut rien faire. Et puis derrière, donc c'est le président de la Fed qui va faire le communiqué de presse, la conférence de presse, etc. et qui influence les marchés. Donc tout ça reste très important. La mécanique du vote, bon, je vous ai déjà donné les choses à l'instant, mais je reprécise les données. Vous avez donc 12 membres votants, donc logiquement la majorité sur 12 c'est 7 voix. Les gouverneurs votent toujours. Les patrons de banques régionales, il y en a 5, il y a une rotation de 4 sièges au tournant, les dissidences bien sûr sont possibles. Le pouvoir du président de la Fed, il est réel, il est très fort, il fixe l'agenda, il organise, c'est lui qui cadre tout, c'est lui qui cherche le consensus, c'est lui qui a la plus forte influence, parce que tout le monde veut être copain-copain avec le patron de la Fed, c'est lui qui communique. Comprenez bien que même certaines personnes là qui se disaient proches de Jérôme Powell peuvent changer de camp, et vous allez voir qu'il y a un rôle clé qui est celui du patron de la Réserve fédérale de New York. Je vais donc bientôt en parler. Continuons, point clé, pourquoi le président, Chair, est dominant? Alors, il est dominant non pas parce qu'il a été nommé par Trump, il est dominant parce que même sans vote supplémentaire ou veto, le président contrôle l'agenda, le président contrôle le timing, le président contrôle la formulation des options, le président contrôle la communication finale, bref, le président a une influence globale. Et cette influence globale, Jérôme Powell va la perdre en perdant son statut de président. Et maintenant, découvrons ensemble, chacun tranche, chacun décide, la composition hypothétique du FOMC à partir du 16 mai. Donc, vous avez tout ce beau monde qui est là. Kevin Warsh, alors bien sûr, là,
on fait de la prospective, mais c'est ça le boulot aussi à un moment ou à un autre de l'analyse. Kevin Warsh, patron de la Fed. Jérôme Powell, il est toujours là, assis à sa droite ou à sa gauche, je n'en sais rien, mais il est gouverneur. Philip Jefferson, Michelle Barr, Lisa Cook, gouverneur, Christopher Waller, Michelle Bowman, Stephen Miran. Rappelez-vous Stephen Miran qui a été nommé par Trump, qui est gouverneur. John Williams, patron de la Fed de New York. Et ensuite, vous avez donc les patrons des réserves fédérales régionales, il y en a 5. Et donc, ils sont 4 à voter, il y a une rotation. Vous avez donc ces 12 personnes qui votent à chacune des décisions de politique monétaire. Ce tableau vous indique la proximité de ses membres avec Powell, la proximité avec Trump et l'orientation probable. Un instant T, c'est-à-dire maintenant donc, cette semaine où doit avoir lieu la passation finale entre Jérôme Powell et Kevin Warsh à la tête de la Fed. L'idée, c'est de voir le rapport de force. Je vais déjà en vert ceux qui se disent proches ou ceux qui sont réellement proches de Donald Trump. Donc bien sûr Kevin Warsh, logique, nommé par Trump. Trump le dit lui-même, je ne l'ai pas nommé, je l'ai nommé pour baisser les taux, pro-marché, pro-Trump. Historiquement plutôt prudent sur l'inflation et hawkish, mais bien sûr, tout le monde peut faire la girouette. Et Kevin Warsh fait la girouette, il est désormais pro-Trump. Vous avez ensuite Christopher Waller, gouverneur, Michelle Bowman, gouverneur, Stephen Miran, gouverneur. Ils sont tous plus ou moins proches de Donald Trump. Stephen Miran, lui, c'est carrément un alignement politique. Il ne cesse de voter pour les baisses de taux. Sachez que lors de la dernière décision de politique monétaire, il a voté pour une baisse de taux. Lui, la hausse de l'inflation s'en fiche complètement. Il a été nommé pour baisser les taux. Donc, son boulot, c'est de dire à chaque réunion, je veux baisser les taux. C'est tout. C'est super comme boulot, puis il doit être grassement payé. J'aimerais bien avoir ce taf qui consiste toutes les 8 semaines à dire je veux baisser les taux et ensuite profiter de la vie. Bon. Donc, déjà, vous en avez 4 avec Warsh, 4 sur 12. La majorité, c'est 7. En cas d'égalité, c'est Kevin Warsh qui tranche. Donc, en fait, il faut atteindre 6 pour avoir, pas un contrôle total de la Fed, mais déjà quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous avez bien sûr le camp Powell, donc Jérôme Powell, Philip Jefferson, Michelle Barr, Lisa Cook et John Williams, qui sont eux des pragmatiques, ils font leur taf. Pas d'influence politique, ils agissent en fonction des chiffres de l'inflation, des chiffres de l'emploi, des chiffres de la croissance, bref, de la forward guidance, des objectifs classiques à atteindre de la Fed. Ils ont une proximité avec Trump qui est faible, je peux même dire que Jérôme Powell, c'est même pas une proximité faible, ils se détestent. Bon, très bien. Jefferson, Barr, Cook et Williams sont globalement sous l'influence de Jérôme Powell. Donc là se pose la question de savoir si Jérôme Powell reste au sein du FOMC, il va conserver cette influence. C'est pourquoi l'administration Trump pousse à mort pour qu'il parte ou qu'il ne tarde pas à partir. Ce qui est possible. La vraie question, c'est si Jérôme Powell quitte le FOMC, et la décision sera bientôt connue, eh bien, ou reste pour de bon, eh bien, que vont faire les personnes qui étaient alignées avec lui ? Vont-elles, elles aussi, faire les girouettes ? Car nous sommes à l'époque des girouettes, dans le sens de ce qui détient le pouvoir politique exécutif. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas actuellement, aux États-Unis. Qui a donc un rôle clé ? Bien sûr, les patrons des réserves fédérales régionales, mais en réalité, le rôle clé est du côté de John Williams. Pourquoi ? John Williams, c'est le patron de la Fed de New York. Au sein des antennes régionales de la Fed, la réserve fédérale de New York est celle qui implémente la politique monétaire non conventionnelle. Le mec qui bosse vraiment, c'est le mec qui est le plus respecté d'entre eux, qui a l'aspect le plus technique sur le fonctionnement de la politique monétaire non conventionnelle, l'utilisation du bilan de la Fed. Lui, il est proche de Powell. Il a un rôle pivot. Mais en même temps, il y a beaucoup de respect entre Kevin Warsh et John Williams, qui se connaissent. Donc, la question est de savoir quelle orientation prendra John Williams. Est-ce que John Williams va tenir sa position, sa proximité historique avec Jérôme Powell, ou va-t-il lui aussi changer son fusil d'épaule, faire la girouette ? Et dans ce cas, s'il décide par intérêt de rejoindre ou d'appuyer les décisions de Kevin Warsh, la messe est dite. La messe est dite. Donc, deux questions se posent. La numéro 1, est-ce que Jérôme Powell va rester au sein du FOMC ? S'il quitte le FOMC, eh bien, il faut le remplacer. S'il quitte le FOMC, c'est tout un processus de nomination d'un nouveau gouverneur. Ça prendra des semaines. Donc, ça veut dire que pendant des semaines, il n'y aura que 11 membres votants.
le FOMC fonctionnera avec 11 sur 12. Voilà. Donc ce sera une voix de moins, si vous voulez, contre Trump. Mais ce ne sera pas une voix de plus pour Kevin Warsh, puisqu'il faudra le temps que Trump nomme un nouveau gouverneur, et bien sûr que ce nouveau gouverneur qui va être nommé sera favorable aux baisses de taux, pro-marché, etc., etc. Donc, le rôle pivot de Williams. Et la question de savoir comment vont se faire les alliances. Alors après aussi, pareil, Jérôme Powell a dit que s'il restait, il ferait profil bas. En même temps, on le voit tellement mal voter pour une baisse de taux. Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine décision de politique monétaire si Stephen Miran vote pour une baisse de taux, si Kevin Warsh propose au FOMC de voter pour une baisse de taux, et qu'en face, ça part en dissidence, en mode no way, on votera jamais pour ça, ça n'a pas de sens économique. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Donc, voilà. En tout cas, là, vous avez sous les yeux le tableau qui sera en fait décisif pour les prochaines décisions de politique monétaire. Le rapport de force est-il donc pro-Trump? En réalité, non. C'est ce que je viens de vous expliquer. Voici le tableau synthèse. Le bloc Powell pragmatique, je l'appelle bloc Powell pour le moment, même si Powell quitte le FOMC, peu importe, c'est le bloc des pragmatiques. Ils sont 4. Le bloc de Warsh, ils sont 4. Alors ensuite, il y a les autres membres, je dirais, moins alignés. Et donc vous avez le rôle pivot de John Williams. Powell, où va-t-il basculer vers Warsh? Et au final, ce sera ça pour moi le vrai, si vous voulez, le vrai déclencheur de la bascule ou pas. Ce sera le positionnement de la Réserve fédérale de New York à travers John Williams. Alors justement, le rôle critique du patron de la Fed de New York. Alors, il vote de manière permanente, à la différence des autres présidents régionaux, donc comme les gouverneurs. C'est lui qui met en place les opérations de politique monétaire non conventionnelles. Il est assez lié au marché. Il a une très forte influence intellectuelle. Il est historiquement proche du président de la Fed. Donc c'est là où c'est passionnant, c'est que nous savons qu'actuellement, il est plutôt proche de Jérôme Powell, mais Jérôme Powell va partir. Et en fait, nous ne savons pas encore quel comportement il adoptera vis-à-vis de Kevin Warsh. Et si finalement il décide par intérêt de se rapprocher de Kevin Warsh, parce qu'il a tout à y gagner, la messe est dite, nous pouvons dire à ce moment que le FOMC sera sous contrôle direct de la Maison Blanche. Et donc le policy mix sera sous contrôle de Trump, la politique budgétaire et la politique monétaire. Trump peut-il virer l'ami Powell du FOMC si ce dernier ne quitte pas le FOMC? Alors, il ne peut pas le virer comme ça, il peut toujours faire des déclarations. Il peut tenter de le virer, mais ce sera contesté en justice. Regardez ce qui s'est passé avec Lisa Cook. Ensuite, pour le virer, il faudrait une faute grave, mais ça ne peut pas être une opposition de point de vue sur la politique monétaire à mener. Il faut trouver quelque chose. Donc, il y a des déclarations. Là, vous avez tous les jours des déclarations de l'entourage de Trump qui disent Powell doit partir. C'est tous les jours. Donc, à un moment ou à un autre, un homme reste un homme et peut céder à la pression. Voilà. Et puis bien sûr que Jérôme Powell va aussi voir au sein du FOMC comment les choses évoluent. Et si finalement il commence à sentir qu'au sein du FOMC ça part en girouette et que l'alignement va se faire du côté de Warsh, il ne va pas rester. Ça sera trop violent à vivre. Bon, en même temps, le mec a du caractère, même s'il n'a pas l'air comme ça. C'est quelqu'un qui tient tête et qui a tenu tête à Donald Trump. Et peut-être que pour le principe, il voudra rester au moins quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, non. Trump ne peut pas virer Powell sans créer une grave crise juridique au sein de la justice US. Le marché croit-il vraiment au retour des baisses de taux des Fed Funds? Non. Le marché n'y croit pas. Alors, pourtant, il y a y croire et puis il y a la réalité des faits. La réalité des faits, c'est pour baisser les taux, il faut 7 votes. S'il n'y en a que 6, mais que Warsh décide, Warsh peut faire pencher la balance, il n'en faut que 6, et s'il y a Warsh dans les 6, ça passe. Bon. Donc le marché peut ne pas y croire, mais si la Banque centrale le fait, ça se passera comme ça. Donc effectivement, au stade actuel, vous avez plusieurs outils. Vous avez l'outil CME FedWatch Tool, où effectivement, personne ne croit à une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux avant fin 2027. Et vous avez le rendement obligataire américain à 2 ans, où tant qu'il se situe au-dessus du taux d'intérêt des fonds fédéraux, il n'y a pas de baisse de taux. Donc non, le marché n'y croit pas, alors que pourtant, Warsh arrive à la tête de la Fed. Donc là, je pense que le principal, si le marché n'y croit pas, c'est parce que pour le moment, Jérôme Powell reste au sein du FOMC. Mais si d'ici là, vous avez la confirmation que Jérôme Powell
quitte le FOMC, ce qui sera peut-être le cas quand vous allez écouter cette vidéo ou pas, peu importe, vous allez voir que, allez rejeter un œil au CME Fed Watch Tool, vous allez voir, ça va se rapprocher de nous, les anticipations de baisse de taux. Allez, on quitte ce sujet pour aller repartir sur marché action. Marché action, la folie des anticipations de bénéfices et le retour des buybacks. Vous avez vu encore, j'en parlais la semaine dernière, le comportement incroyable du secteur de la tech, du secteur des semi-conducteurs. Laissez-moi juste vous remontrer ça. Laissez-moi juste vous remontrer le SOX. Le SOX, le secteur de la tech, ça y est, nouveau record historique pour le secteur de la tech. Au sein du secteur de la tech, rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo spéciale sur le secteur de la tech, sur les semi-conducteurs, sur l'IA, sur la mémoire vive IA. Tenez, je vais vous montrer par exemple, encore une fois, le comportement de Micron, leader mondial de la mémoire vive IA avec SK Hynix, avec Samsung Electronics. Ce sont des trucs incroyables. Et donc tout le monde se dit c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Je vous ai fait un point complet la semaine dernière dessus, je vais vous remontrer des choses. Écoutez, ce n'est pas trop tard. Alors bien sûr, il y a le timing, hein. Personne n'achète en mode FOMO. On achète quand ça corrige. On achète quand ça revient sur support, quand ça fait zéro. Impulsion, range. Impulsion, correction. Impulsion, il y aura bientôt une correction, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et cette succession de creux et de sommets ascendants va rester en place tant que vous aurez ça, chers amis. Regardez-moi ce graphique de folie. Les anticipations de profit à horizon 1 an. Les anticipations de profit du S&P 500 à horizon 1 an. C'est la folie furieuse. C'est incroyable. Toutes ces boîtes de l'IA, de semi-conducteurs, de mémoire vive IA, de data center, etc., machine à cash. En plus, l'IA fait que beaucoup de boîtes réduisent la voilure en termes de salariés. Et donc, ça engrange des bénéfices. Tant que vous avez une verticalité comme celle-là des anticipations de profit, toutes les corrections sont des opportunités. Regardez les chiffres ici suite aux résultats du premier trimestre 2025-26, le nombre de boîtes du S&P 500 qui maintenant mentionnent l'IA dans les résultats qu'elles ont réussi à atteindre. On est passé de 10 à 20% à 40%. C'est donc la clé, plus que jamais, c'est la clé. Le marché, toutes les corrections seront payées tant que vous aurez des anticipations de profit aussi verticales ici sur l'indice S&P 500. Et de manière générale, regardez trimestre après trimestre, Q1 2026, Q2 2026, Q3 2026, Q4 2026, le taux de profit, le taux de marge net anticipé pour le S&P 500, ça tend vers 15%. Ce sont des choses qui sont incroyables et donc la tendance de fond restera haussière et les corrections court terme seront payées tant que vous aurez des anticipations de profit comme ça. Et aussi, deuxième point, le retour des buybacks. Et oui, les buybacks, rachat d'actions par les entreprises, ce sont des décisions qui sont prises au sein des conseils d'administration, nouveau record historique des autorisations données par le management pour racheter leurs propres actions. Donc vous avez à la fois les anticipations de profit, les rachats d'actions des entreprises. Et après, tout le monde se pose la question, mais pourquoi le marché n'a pas fait moins 70% avec la crise d'Ormuz et la crise géopolitique? Pourquoi une correction de 10% a été si rapidement payée? Eh bien, les anticipations de profit, l'IA, la tech, les semi-conducteurs et les buybacks, vous avez déjà là des raisons énormes. Parce qu'avoir autant de buybacks, ça montre que les entreprises ont un max de cash. Et pour acheter ces actions, il faut du pognon, il faut du cash. Donc là, le fait qu'on ait un nouveau record historique, là c'est 2026, hein, c'est le chiffre de 2026, un nouveau record historique des autorisations par les conseils d'administration de rachat d'actions, c'est quelque chose ici qui est complètement exceptionnel. C'est complètement exceptionnel. Et donc, je termine par... Ah oui, donc ça c'est aussi pour vous rappeler que malgré le parcours incroyable de Nvidia, eh bien, et de Micron aussi, en termes de forward PE. Rappelez-vous, je vous ai montré la semaine dernière les données sur le site Finviz. Je me suis dit que c'était plus propre de mettre ça dans un tableau. Elles ont des forward PE extrêmement bas, ici, notamment par rapport à AMD ou d'autres boîtes du secteur de la tech. Donc, avec un forward PE aussi faible, le rapport entre le prix du marché et les anticipations de profit, l'on peut comprendre donc que toutes les corrections sont vues donc comme des opportunités. Et effectivement, donc, alors des corrections à court terme, il y en aura toujours.
Des corrections à court terme, il y en aura toujours. Vous prenez l'indice S&P 500, eh bien, pour le moment, quand j'enregistre cette vidéo, il est guidé dans sa hausse par la Tenkan. La Tenkan ici, du daily du système Ichimoku. Vous prenez le SOX, il est guidé dans sa hausse par la Tenkan. Vous prenez le secteur de la tech, il est guidé dans sa hausse par la Tenkan. Viendra le moment où elle sera cassée, et là, ça retracera, mais ça retracera pour repartir derrière. Donc, tant qu'on tient la Tenkan, c'est boule. Si jamais on la casse, on retrace un ancien record historique, et derrière, logiquement, avec de telles anticipations de profit, derrière, ça repartira. Donc attention quand même au surachat à court terme. Il n'y a pas encore de divergence weekly, mais soyez quand même prudents sur le fait que même sur le sol, une verticalité comme ça n'est pas tenable et qu'il y aura au minimum un range. Regardez comme ça, voilà, vous avez un exemple parfait. Voilà, on tient la Tenkan, on finit par la casser, ça fait un range. Il viendra le moment où ça va finir par casser, ça va faire un range, et puis ça repartira ensuite, etc., par escalier. Donc ayez conscience que oui, il y a des perspectives de profit qui sont incroyables. Oui, il y a des choses qui sont réelles. Il y a des asymétries, il y a beaucoup de choses. Maintenant, voilà, le mode FOMO, c'est une erreur de trading. Ne pas savoir prendre ses gains aussi. Mais le mode FOMO, acheter pour la première fois après 10 séances consécutives de hausse, non. Croire que ça ne va jamais corriger, non plus. Donc, il y aura un moment ou un autre, de toute façon, une phase de retracement qui peut probablement se mettre en place au milieu de ce mois de mai. Mais les fondamentaux sont tels que finalement, ces phases de correction doivent être vues comme des opportunités d'achat. Notez que le S&P 500 équipondéré, lui donc qui pondère normalement la tech, eh bien reste bloqué au contact de son ancien record, mais que si le S&P 500 équipondéré devait dépasser cette résistance, ce serait un nouveau signal bullish pour l'ensemble du marché, pour la profondeur du marché. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention et je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Salut. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.